On accueille l'invité politique ce soir, candidate à la présidence du Parti Les Républicains, Florence Portelli. D'abord sur l'actualité, on a vu cette réunion aujourd'hui des syndicats de GMES. À leur sortie, ils ont exprimé leur colère et leur déception. Et au-delà, Florence Portelli, on a l'impression qu'ils expriment aussi un manque de vision et d'ambition d'une politique industrielle, quels que soient les gouvernements, quels que soient les gouvernants, droite et gauche comprises. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trouvé encore de solution dans certains secteurs de France. Alors c'est pas forcément celui-là parce que là ça concerne la Creuse, mais même dans des secteurs du nord-est de la France, on n'a pas trouvé de remède encore à la désindustrialisation. C'est vrai que la France a énormément de retard là-dessus. Un des premiers à en avoir parlé, c'était Dominique Strauss-Kahn. Et depuis, on ne s'est pas vraiment attelé à ces problèmes-là, pas vraiment sérieusement, et surtout, on n'a pas trouvé de remplacement à cette économie-là. Moi, je le dis très sereinement, et je ne pense pas qu'à droite, on ait eu une réflexion de fond très poussée là-dessus, et notamment par rapport à certains bassins d'emploi. Et il y a un autre sujet sur lequel non plus on n'a pas, à mon avis, assez travaillé, c'est le problème du chômage des seniors. Parce que quand on parle du reclassement des salariés qui se retrouvent au chômage, on n'a pas de réponse pour les gens de plus de 50 ans qui systématiquement reçoivent une lettre de refus quand ils demandent à être repris par une entreprise, ce qui n'est souvent pas le cas parce qu'ils sont jetés à la poubelle, il faut dire ce qui est, parce qu'ils ont plus de 50 ans. C'est triste d'entendre aussi des responsables politiques, là je ne vous vise pas vous, mais dire responsabilité collective, on n'y a pas assez pensé. On a un travail à faire, on a un travail de vision à avoir, parce que ça c'est marrant, c'est un sujet sur lequel moi j'interviens souvent dans mon parti politique. C'est très bien de dire la retraite passer 65 ans parce qu'on vieillit de plus en plus loin, etc. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on dit justement à tous ces gens qui ne demandent pas mieux que de travailler et face auxquels les entreprises n'ont pas forcément de réponse. Donc on a un travail quand même de fond un peu plus poussé que les mesures qu'on propose toujours de manière sur le plan microéconomique qui sont intéressantes mais qui à mon avis ne répondent pas à tous les problèmes de la société française. Alors on va poursuivre notre entretien. Les voix de l'info pourront vous poser des questions sur ce sujet et d'autres. Florence Portelli, malgré les débats vifs, le gouvernement, sans surprise d'ailleurs, compte tenu de sa majorité quand même, a fait passer en première lecture son budget avec ses mesures phares fiscales. Malgré tout, est-ce que vous reconnaissez que l'exécutif avance, réforme, réussit à passer les obstacles les uns après les autres ? Déjà, on ne va pas tout critiquer. Le gouvernement a réussi à faire des choses que la droite rêvait de faire et n'avait toujours pas fait. Donc on ne va pas être mauvais joueur. Il y a des choses qui ont été dans le bon sens. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de cadeaux qui sont faits aux tranches les plus aisées, mais qu'en revanche, les classes moyennes sont un peu les grandes perdantes des réformes fiscales, que ce soit au niveau de la flat tax ou même au niveau de la réforme de l'ISF, qui exonère les valeurs mobilières et qui, du coup, vous savez, les plus aisés ont très peu d'actifs immobiliers. Donc c'est vrai que par rapport à une réflexion sur la fiscalité des classes moyennes, le gouvernement est assez muet. Puis après, je vous parlerai en tant que maire d'une collectivité et même vice-présidente d'une communauté d'agglomération. La suppression de la taxe d'habitation nous rend extrêmement inquiets, nous met même en colère. Quand je parle des maires, c'est tous les maires, quel que soit le bord. Mais puisque vous parlez des classes moyennes, j'y reviens, c'est important, et que vous êtes candidate à la présidence d'un parti important, l'un des principaux partis d'opposition, qu'est-ce que vous pourriez proposer ? Est-ce que vous avez une mesure en particulier pour ces classes moyennes ? En tous les cas, pendant les élections législatives, François Baroin avait porté le fait de baisser la fiscalité au niveau de l'impôt sur le revenu pour les premières tranches. Et c'est vrai que c'est une piste qui a souvent été portée à droite, donc pourquoi pas. Mais de manière plus globale, la réforme de la taxe d'habitation, on pense toujours que c'est un problème qui concerne que les maires, qui vont trouver de manière miraculeuse de l'argent tombé du ciel. Vous savez, si on ne peut plus investir, c'est toutes les classes françaises qui vont le ressentir. Et surtout, on risque d'augmenter la taxe foncière et de pénaliser les propriétaires. Et de manière globale, les mesures d'Emmanuel Macron ne vont pas en faveur des propriétaires de ce pays. Donc, et vous dénoncez en tous les cas certaines de ces mesures dans le cadre de votre campagne que vous menez. Et dans cette campagne, il y a celui qu'on appelle le favori, Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on appelle, j'ai dit, le on est impersonnel. Qu'est-ce qui vous fait penser, Florence Portelli, que vous avez vos chances ? Moi, j'ai eu plus de 6000 parrainages sans demander de l'aide, contrairement à d'autres. Vous pensez qu'il y a une forme de condescendance vis-à-vis de votre candidature ? Oui, mais... De la part de qui ? Des médias ? Des personnels politiques ? De manière globale. C'est d'ailleurs assez insultant vis-à-vis des 6000 adhérents qui m'ont parrainé spontanément. Et en même temps, comme j'étais filloniste, je suis habituée. François Fillon a eu droit, évidemment, toute proportion gardée, je ne me compare pas à François Fillon, mais il a eu droit au même traitement pendant les primaires. Il avait même dit, mais pourquoi vous persistez à vous présenter, c'est ridicule, vous faites 8%, on a compris, c'est Juppé, c'est fini, etc. Rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir. On connaît ça. Donc c'est plutôt bon signe d'ailleurs, il faut toujours se méfier des challengers.
Donc vous croyez évidemment en votre route, en votre candidature, en votre campagne. Est-ce que vous subissez des attaques en particulier ? Il y a des attaques sexistes ou personnelles sur ma vie privée ou sur des membres de ma famille. Il faudrait que je fasse une sorte de tri. Mais orchestré à l'intérieur de votre parti, de votre propre parti ? En tous les cas, de personnes qui sont adhérentes ou qui militent dans ce parti. Je trouve ça assez choquant. Alors, je suis contente de voir aussi que j'ai été défendue même par des gens qui soutiennent d'autres candidatures, mais pas par tout le monde. Et c'est assez choquant, mais au contraire, ça me donne encore plus envie de me battre parce que je me dis que les Républicains, c'est un logiciel assez ringard et qu'il y a besoin de donner un grand coup de pied là-dedans et de réformer tout ça. Mais il est ringard depuis quand, le logiciel ? Depuis longtemps. Hein. Oui, vous avez soutenu quand même François Fillon, qui était un personnage important de ce parti-là. Vous revendiquez toujours une partie de ses idées parce que certains ont dit que François Fillon n'a pas forcément perdu. Il a perdu à cause du spectre des affaires, mais certains disent qu'il a aussi perdu à cause de son programme et de ses idées. Non, je ne crois pas du tout. Avis ? Et d'ailleurs, le peuple de droite, le socle de droite ne l'a pas lâché. Hein, les 19 et quelques %, ça prouve bien quand même que c'était pas sur le programme. Ce socle de là peut vous aider lors de votre campagne interne pour le Parti Les Républicains, mais pas au-delà. Pour lui. Non, mais je ne reconnais pas qu'il a perdu cette partie sociale de la France et de la droite que vous revendiquez. Parce que vous revendiquez, j'ai lu, du gaullisme social cher à Philippe Séguin. Oui, mais je pense qu'on peut avoir le programme de François Fillon, notamment sur le code du travail, en matière fiscale, sur la réforme de l'assurance maladie, sur beaucoup de sujets, et en même temps parler des fractures sociales, des fractures territoriales, et parler aussi de culture, ce qui est mon cas, parler d'écologie. Là où je vous disais que la droite était ringarde, c'est par exemple sur l'écologie. On a laissé l'écologie à la gauche, qui en a une vision totalement punitive et taxant les plus modestes, mais on peut proposer une écologie de droite qui soit moderne, qui soit tournée vers l'avenir. On peut quand vous me dites que la droite est ringarde, j'entends Laurent Wauquiez est ringard. J'ai tort ? Ah bah ça, c'est vous qui interprétez comme ça. J'ai tort, point d'interrogation. J'en sais rien. Moi, je ne qualifie pas les uns et les autres, comme je ne qualifie pas d'ailleurs mes positions. Je vous dis simplement qu'il y a des sujets qu'on a laissés tomber. C'est comme la culture. Moi, je suis très attachée aux questions de culture. Je ne vois pas comment on peut prétendre lutter contre le terrorisme en ne s'attaquant pas aux questions d'éducation, aux questions de famille, aux questions d'enseignement. Mettons de côté la ringardise. Quand vous dites que Laurent Wauquiez fait partie d'une droite dure et clivante, quelle différence ? Donc, il fait partie d'une droite modérée ? Non, c'est pas ça, c'est que je me fiche complètement de qualifier à quelle droite il appartiendrait. Mais vous opposez quand même à lui. Droite, point. Non, je ne m'oppose pas à lui, je présente ma ligne. Je ne le fais pas par rapport à lui. Lui, ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est son problème. Moi, je propose une ligne qui est claire, qui est nette. Je reprends des choses qui étaient dans le programme de François Fillon parce que je suis très fière de ce programme. Je considère que c'est un bon programme. Que là où il n'était pas ringard, c'est qu'il s'appuyait aussi sur la société civile. Et puis à côté de cela, je pense qu'en effet, il faut parler des fractures. Il faut parler des fractures territoriales. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on va en parler encore plus avec le rôle croissant des métropoles dans les projets de M. Macron. Et de culture et d'écologie. Les questions également des voix de l'info qui s'adressent à vous, Thomas Porcher. Vous avez parlé beaucoup des collectivités territoriales et vous souteniez François Fillon qui voulait supprimer l'ensemble des emplois aidés, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? De ce point de vue. Mais je ne dis pas qu'il faut empêcher les réformes, même au niveau des collectivités territoriales. Celle-ci, celle de François Fillon, était quand même assez forte de café. Bien sûr. Oui. Mais en revanche, dans le programme de François Fillon, il n'y avait pas la réforme de la taxe d'habitation, encore une fois. Honnêtement, moi, si je n'ai pas la taxe d'habitation, je ne sais pas comment je vais boucler mon budget. Alors vous allez me dire, c'est compensé. On sait ce que c'est une compensation. Hein. Compensation de l'État, la première année, vous êtes compensé. Il y a une compensation. La deuxième année, on compense en partie. Et la troisième année, c'est une mémoriam. Donc moi, si vous voulez, si je n'ai pas de taxe d'habitation, c'est les écoles que je ne retape pas, la voirie que je ne retape pas, et pourtant je fais des économies. C'est extrêmement grave. Et c'est la taxe foncière que je risque d'augmenter et de pénaliser les propriétaires. D'accord, mais vous ne critiquez pas Florence Partelli pour une question de cohérence. Non, la réduction des emplois aidés, c'est complètement hypocrite de ma part. C'est pas parce que Emmanuel Macron le fait que ça devient moins bien. Parce qu'une partie de la droite l'a quand même critiqué. Oui, mais c'est pas parce que Emmanuel Macron le fait que ça devient moins bien parce que c'est porté par lui. Une autre question, les voix de l'info, Rafik Smati. Oui, là où je vous rejoins complètement, c'est sur la crédibilité qui était celle du programme de François Fillon. C'est votre avis et la question, oui. Oui. Là où il y avait quelques marqueurs intéressants dans la campagne de François Fillon, la baisse de 500 000 du nombre de fonctionnaires, la TVA sociale, la fin des 35 heures et la retraite à 65 ans. Est-ce que vous vous appropriez toutes ces réformes et est-ce que vous l'assumez ? Alors sur la TVA sociale, la retraite à 65 ans, oui. Sur la suppression des 35 heures, je continue à penser que c'est une bonne chose, honnêtement. Et laisser beaucoup plus de liberté à l'entreprise pour fixer elle-même le nombre d'heures nécessaires pour que l'entreprise travaille bien, je pense que c'est une bonne chose. En revanche, sur les 500 000 fonctionnaires, disons que je ne l'aurais pas présenté comme ça.
Alors, je pense qu'en effet, il est intéressant de réduire le nombre de fonctionnaires quand il y en a trop, mais qu'il faut le faire non pas dans une logique comptable, mais dans une logique de sens. Moi, vous voyez, dans ma collectivité, j'ai des secteurs où j'ai augmenté le nombre de fonctionnaires parce que je considère que ça appartient au service public. Donc ne pas le faire à l'aveugle, c'est ce qui a peut-être été proposé par votre ancien candidat. Il y a des secteurs où je les réduis parce que je considère que ce n'est pas une mission d'intérêt général. Je pense que c'est plus comme ça qu'on va réussir à faire passer des réformes plutôt que de le faire de manière comptable sans qu'il y ait de sens porté. Deux questions, Emmanuelle Soufie et Jean-Luc Gombault. Une question, alors peut-être sur les alliances. Vous étiez proche donc de François Fillon, de Sens commun. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que vous pensez que le parti, voilà, est-ce que vous pensez que le parti, voilà, le nouveau parti ou la ligne que vous incarnez est une ligne qui doit pactiser avec certains l'extrême droite ou pas? Est-ce qu'il y a des lignes rouges en tous les cas que vous refusez de franchir ou pas? Moi, sur l'extrême droite, j'ai toujours été claire et nette. Moi, j'ai toujours été claire et nette. Je ne sais pas des autres. Qui ne l'est pas? Je ne sais rien, vous faites votre travail de journaliste. Ah bah non, on fait notre travail, mais faites aussi des réponses plus claires dans ce cas-là. Non, mais vous pensez à Laurent Wauquiez? Non, mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels... Qui lui a été clair, qui a dit qu'il ne... Enfin, récemment, je pense que vous avez vu sa déclaration, qu'il ne flirterait pas aussi, qu'il y a une sorte de digue avec le Front National. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais eu aucune difficulté à les débattre face à Marine Le Pen dans l'émission de France 2. Qu'il n'a pas fait. Je n'ai pas non plus j'ai pas eu de difficulté le soir du premier tour à appeler à voter Emmanuel Macron, parce que je considère que sur une élection présidentielle, quand même des moments où ce débat ne se pose pas. Donc sur le Front National, moi j'ai aucune accointance possible avec des gens qui ont prospéré sur les ruines de la droite et d'ailleurs qui ont prospéré même sur même une tentative d'assassinat du général de Gaulle en son temps. Donc vous pensez bien qu'historiquement, ces gens-là, pour moi, c'est incompatible avec nous. Après, ce qui m'intéresse, c'est pas justement les alliances. Parce que le problème en ce moment, même dans cette élection, c'est de dire déjà, moi je vais travailler avec un tel ou pas avec un tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle ligne on a pour les années à venir. Et croyez-moi, ça va prendre du temps. Et à partir de cette ligne, qui veut venir dedans? Deux questions encore. Florence Portel, c'est important puisque vous dites la ligne. Dans quelques semaines, si, on va fonctionner avec les cibles, mais ça peut arriver, si le vainqueur de la course à la présidence de votre parti, c'est Laurent Wauquiez, vous vous rangez derrière lui, quel que soit le vainqueur, vous signez tout de suite, Non, parce que moi déjà je vais gagner. Et en plus, je ne cours pas après un poste. Je n'ai rien à faire des postes. Je suis là parce que... je ne vous parle pas de poste, c'est-à-dire vous restez derrière le gagnant quel qu'il soit. Moi, je serai toujours chez les Républicains, sauf si évidemment, il y a des lignes qui sont incompatibles avec mon éthique et ma vision des choses. Mais en tout cas, je ne cours pas après des postes. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est depuis l'UMP, on ne choisit pas des lignes, on choisit des alliances, justement. Et ça n'a plus aucun sens. Les gens ne comprennent plus qui on est et ce qu'on veut. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille avec des gens compétents, de la société civile ou pas, ou des élus, pour que l'on puisse justement définir une ligne. Et après, on verra qui veut venir. Ça fera le tri. Et la question de Jean-Luc Gombault, notre chroniqueur économique. Bon, vous visez la présidence des Républicains. Mais est-ce qu'il est possible, avec le parti tel qu'il est, de faire bouger les choses à l'intérieur du parti? Parce qu'il ne suffit pas d'être président. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses? Et est-ce qu'il faut forcément passer par le parti politique aujourd'hui pour faire bouger les choses? Historiquement, on est toujours passé par les partis politiques. Sauf Emmanuel Macron. Mais si. Et c'est la première chose qu'il a faite, c'est de créer un parti, justement. Non, je pense que le parti, il faudra le faire bouger en faisant émerger d'autres personnes. Des gens de la société civile, et puis en même temps des gens qui viennent du rural, des villes de province. C'est un parti très parisianiste, qui vit dans l'entre-soi, avec un bureau politique et un bureau d'écurie. Assez vieux. Mais pas seulement. Dis donc, Florence Portel, on dirait que vous n'y étiez pas depuis des années. Mais vous croyez franchement que c'est moi qui fais... Moi, je j'étais pas numéro 2 du parti, ça se serait vu. Donc, il y a longtemps que j'aurais donné un grand coup de pied là-dedans. Et d'ailleurs, il y a des positions que j'ai eues qui n'ont pas été reprises par mes amis, sauf demain soir, peut-être en BP. Vous pensez que les militants qui peut-être nous regardent ce soir et qui vous entendent dire « je vais donner un grand coup de pied dans le parti » attendent cela ? Je pense qu'ils attendent en tous les cas que les militants soient plus entendus, que les fédérations soient plus représentées, que ce ne soit plus vertical mais horizontal. Sinon, on ne s'en sortira pas. Puis vous on allez pourra créer pas parler les Républicains participatifs alors? Non, pas participatifs, mais qui représentent la France, pas qui représentent uniquement Paris, le 16e arrondissement et le 7e. Un sondage IFOP pour terminer, réalisé pour le Journal du Dimanche, publié hier, a révélé que 6 mois, alors je ne sais pas ce que valent ces sondages, mais 6 mois après le premier tour d'élection présidentielle, si les Français devaient revoter, Emmanuel Macron arrive en tête et gagne encore des points. Oui, vu l'état de la droite aujourd'hui, je ne vois pas comment ce sondage vous dirait autre chose. Voilà pourquoi vous êtes candidate. Exactement. Nous verrons tout ça donc dans quelques semaines. Merci d'avoir été notre invitée, Florence Portelli. Merci aux Voix de l'Info, Thomas Porcher, Emmanuelle Soufie, Jean-Luc Gombault et Rafik Mati. On vous retrouve évidemment avec plaisir dès demain, les Voix de l'Info, 17h, 19h, toujours en direct sur l'actualité, vos débats de fond, l'analyse et le décryptage. Merci à vous, belle soirée.